Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. C'est la tradition, je salue mes camarades de la deuxième heure. Bonsoir Nathan Dever. Bonsoir Pierre. Tous mes vœux à Tous mes vœux à vous aussi. Nathan, essayiste, philosophe, maître à penser. Bonsoir Alexandre Malafaille. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Fondateur du think tank Synopia. Tous mes vœux également à vous. Merci beaucoup. Et notre premier invité est Frédéric Martin. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là, ancien négociateur du RAID lors des prises d'otages de l'hypercachère de Damartin en Gouel, ça c'est l'imprimerie. Vous co-signez ce roman graphique intitulé Janvier, le jour où nous avons été applaudis. Ça sort en ce moment aux éditions du Rocher. Ça retrace justement cette chasse des frères Koulibaly. C'était important pour vous de participer à cet ouvrage? Oui, alors c'était pas une importance de fait, mais ça s'est imposé au fil du temps, au travers de discussions avec ses amis qui m'ont permis de faire cette BD. L'idée, c'était une construction périphérique autour de cette problématique pour que les gens comprennent bien comment ça s'était passé. Et pour mettre un petit peu l'église au centre du village, il y a pas mal de choses qui avaient été dites également. Et là, je trouve que le roman est plutôt bien fait, voilà. Alors, ces frères Kouachi, justement, il y a Kouachi et Koulibaly. Voilà, c'est ça. Il y a deux, il y a deux commandos. Ça commence cette BD à Charlie Hebdo, et ça se termine à la fin de la prise d'otage de Damartin en Goël. Et vous intervenez en fait, pas tout de suite dans cette bande dessinée. Ce qu'on essaye de comprendre, c'est comment est-ce que... Alors, vous êtes en congé, on vous rappelle, vous venez finalement faire le négociateur. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Et d'ailleurs, ma première question, avant même, puisqu'on est 10 ans plus tard, est-ce que c'est encore très présent, très frais dans votre esprit, ce qui s'est passé en janvier 2015? Des points majeurs sont toujours très présents, ouais. Qu'est-ce que c'est les points majeurs? Les points majeurs, c'est la fierté d'avoir appartenu, puisque là je l'ai quitté depuis septembre, mais au RAID, d'avoir pu travailler avec ces gens qui sont hors normes dans ces situations-là. La fierté d'avoir pu travailler avec un autre service comme la BRI à ce moment-là, où on avait pu travailler en commun pour résoudre cette problématique. C'est-à-dire que le service a résolu la crise, a pu extraire les otages et les passer à la BRI après. Voilà comment ça s'est passé. Une espèce de souvenir amer quand même, je dois dire, et ça c'est très présent sur lorsque certains journalistes, en pris d'une frénésie et d'un problème pour gérer l'information, sont allés tenir les lignes fixes qui nous ont obligés, c'est-à-dire les lignes téléphoniques fixes qui nous ont empêchés de prendre contact avec l'hostile. Et donc on avait une problématique dans cette problématique qui était déjà très compliquée. C'est-à-dire que vous n'arriviez pas à joindre l'imprimerie? Là, c'est plus l'imprimerie. Là, on est sur l'hypercachère. Vous parlez de l'hypercachère. L'hypercachère. Donc on n'arrivait pas à joindre l'hypercachère. On n'arrive pas à joindre le terroriste dans l'hypercachère. Vous savez que les prises d'otages terroristes, très souvent, contrairement à un forcené classique, le forcené classique ne souhaite pas parler à la police, c'est rare, il est plutôt assez véhément. Alors que le terroriste, lors d'une prise d'otage, bien lui, il est OK pour parler à la police, et la police, de fait, bien sûr, souhaite commencer la négociation. Et on peut pas parce que les lignes fixes sont bloquées. Mais nous, on peut pas se rapprocher parce que vous avez vu l'infrastructure de l'hypercachère avec des baies vitrées. Ouais. Enfin, il y a une possibilité de vue de loin, donc on est obligé d'être loin. Et ce qui va permettre de dénouer la crise, c'est le beau-frère d'un des otages, l'un des otages à l'intérieur. Qui intervient d'ailleurs dans le... Oui, effectivement. Ouais. Eh bien, je vais travailler avec lui, et en fait, il va venir me présenter son téléphone, et il va me dire ceci, il va me dire, le terroriste souhaiterait vous parler. C'est des situations très paradoxales avec un ascenseur émotionnel important. Frédéric Martin, un terroriste vous parle. Pardon, mais moi déjà rien que cette phrase-là, ça me fait des frissons. Quand on prend un terroriste, alors vous êtes évidemment, c'est votre métier, vous êtes négociateur, mais imaginez quand même dans l'esprit des gens qui nous entendent ce soir, vous prenez en ligne un terroriste, il vous parle. D'abord, comment est-ce qu'il vous parle? Est-ce qu'il a un langage particulier ou est-ce que c'est le langage d'un homme de tous les jours? Et surtout, vous,
comment est-ce que vous faites pour parler à un terroriste? Alors déjà, je voudrais remettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que effectivement, j'étais dans le groupe de négociation, mais c'est une équipe. On travaille en équipe. Oui. D'ailleurs, c'est assez bien expliqué dans la BD. Hein. Et avec cette équipe, bien, comment ça se passe avec un terroriste? C'est une personne. C'est compliqué de dire comme une autre, mais nous, on va le considérer comme tel. C'est-à-dire qu'on va prendre contact, comme moi j'ai pris contact avec vous, avec ce qu'on appelle l'escalier comportemental, les formules de politesse de premier contact. On essaie de créer du rapport en discutant, en écoutant. On essaie, nous aussi, d'étirer la crise, de gagner du temps. Pourquoi? Parce que ça l'apaise? Parce qu'il se dit, finalement, en fait, il me parle comme à tout un chacun? Ce type de situation est empli de paradoxes. Le premier paradoxe, c'est, voici un terroriste qui arrive et lors de ses premières actions, elles sont ultra offensives, donc quelqu'un de très énervé, dans l'action, et puis après, quand il va stabiliser la crise et puis qu'on va la voir au téléphone, voilà une personne avec un ton calme, un ton serein, comme une espèce de sérénité. D'ailleurs, il va même lui-même échanger avec des otages sur des sujets quasiment de géopolitique. Ils vont parler de positionnement. Moi, je paye pas mes impôts. Pourquoi toi tu payes tes impôts? Tu soutiens tel État. Enfin, avec un ton très posé. Alors, comment on rentre en contact avec un terroriste? Je m'excuse, c'est pas très, mais c'est comme avec vous en fait. On va se présenter, on va dire qui on est, pourquoi on est là. Et pourquoi il est là, lui, surtout. Mais il s'attend de toute façon au coup de fil. Il s'attend au fait que vous allez rentrer en contact avec lui. Ouais. Ils avaient un process. Alors attention, tout ça c'est évolutif, hein, ça joue. Mais ils avaient ce qu'on appelle le kill, claim and fight. C'est je tue pour, je crée un effet de sidération, et puis ensuite je revendique. J'ai pas mal de choses à revendiquer, et puis ensuite je pars pour le combat final. Ouais. Et le combat final, ça veut dire qu'il est prêt à tout abandonner et à se jeter mais le devant négociateur, les feux des policiers. Mais le négociateur, lui, jusqu'au bout, lorsqu'il a un verre négo, il va négocier comme s'il allait sortir. Bon, même si on n'est pas dupe, on se pose pas la question sur objectif sous-jacent ou pas sous-jacent. On va traiter avec lui en gardant quand même cette possibilité. Et puis c'est une possibilité de lui dire, vous pouvez accepter cette reddition pacifique en tout cas. On dit aujourd'hui, et je laisserai la parole bien sûr à Nathan et à Alexandre qui vous écoutent avec passion, parce que c'est absolument étonnant ce que vous nous racontez aujourd'hui, même si pour vous, encore une fois, ça peut vous paraître banal, mais pardon, tous les jours qu'on a ce genre d'occasion. On dit souvent que la jeunesse aujourd'hui est en prise d'un certain fanatisme, que ce soit de l'islamisme, que ce soit des mouvements violents. On a encore aujourd'hui une élève qui a frappé sa prof. On a des jeunes qui sont influencés sur TikTok par, là en l'occurrence, des franco-algériens et qui se sont fait rattraper et qui ont des propos haineux qui appellent des attentats à violer en masse dans toute la France. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui que les terroristes sont de plus en plus jeunes? Et si les terroristes sont de plus en plus jeunes, est-ce qu'il faut adapter son discours aussi aux plus en plus jeunes? Alors c'est très compliqué. Moi je pense qu'il y a, de toute façon, il y a un constat de fait, c'est le conformisme social. La force du groupe, ça a toujours impacté les gens. Et même si aussi jeune soit-il, c'est pas une question d'âge. La puissance du groupe. Vous avez quel âge, vous, Frédéric? 57 là bientôt. Bon, vous avez 57 ans. Est-ce que vous n'avez pas, j'allais dire, le réflexe de lui parler comme à un gamin en disant bon, écoute, ça va maintenant. Ah non, pas du tout. Non. Non. Là, je répondais à votre question, c'est par rapport aux jeunes qui ont tendance à se retourner ou peut-être embrasser certaines théories obscurantistes. Bien, c'est la force du groupe. Quand on est un petit peu perdu, quelquefois, il y a tout un groupe qui a un petit peu tendance, qui nous sort, qui nous donne une espèce de fierté, etc. Et c'est vrai qu'on a tendance, on a tendance à le suivre. On l'a vu, là on parle de cet obscurantisme-là, mais tout type d'obscurantisme ont toujours joué sur ce système-là. C'est un peu comme les processus sectaires, un peu ce retournement de personnes. Donc, mais là, vous adaptez votre discours, ou encore une fois, là, je viens de singer une situation où on a envie de rattraper son gamin. Non, vous, justement, vous êtes là pour calmer le jeu. Une crise, c'est un bazar qu'il va falloir organiser. C'est ça, une crise. Sans ça, c'est pas une crise. C'est le programme, comme disait De Gaulle. Ouais, c'est comme une formation, comme à l'entraînement, comme à la parade. Donc là, nous, c'est un terrain qu'on a perdu. Il va falloir qu'on le regagne petit à petit. Alexandre Malafaille. Une question courte d'abord. Combien de missions de négociation avez-vous réalisées dans votre carrière? J'ai pas vraiment compté, mais je crois qu'on avait travaillé avec les Américains. Ils nous avaient posé la question. C'était aux alentours de 80 à 100. Ouais.
Dans combien d'années de service ? Alors, moi, j'ai passé 15 ans à l'intervention, donc j'ai une vision périphérique de la crise. J'étais de ce qu'on appelle communément derrière la porte. Et puis après, j'étais négociateur pendant 6 ans, puis après chef de groupe. Alexandre. Après, je voudrais rebondir sur un mot que vous avez utilisé. Vous avez parlé de secte, en fait, pour parler effectivement de ce cas en particulier, mais j'imagine de tous les autres cas. Mais en fait, est-ce qu'on peut considérer finalement que ce que fait l'islam radical pour amener un certain nombre de personnes à aller jusqu'à commettre l'acte ultime, c'est-à-dire d'abord tuer son prochain et ensuite prendre le risque de se tuer et de sacrifier sa vie, est-ce que ça peut se comparer à toutes les dérives sectaires extrêmes et que finalement ce cas-là est comparable à d'autres cas où tout d'un coup on tombe sur non pas des forcenés qui sont un cas un peu particulier, mais des gens qui sont prêts à sacrifier leur vie pour une cause qui est celle d'une manipulation profonde? Ouais, alors moi je crois profondément que tout type d'obscurantisme fonctionne quasiment à peu près pareil. Quand on parle du processus sectaire, il y a isoler l'individu cible, essayer de l'extraire de la famille si la famille n'est pas bienveillante envers ces notions d'obscurantisme, avoir le culte de l'ancien, avoir cette revalorisation des idées, on le retrouve tout ça dans les sectes. Voilà, c'est à peu près semblable. Nathan Dever. Oui, il y a une négociation dont le verbatim avait été publié ici ou là. Il y avait eu une phrase qui avait marqué les esprits, c'était celle de Mohamed Merah, qui avait dit à son négociateur, je ne sais pas si c'était vous, non, qui avait dit cette phrase, moi mais la vous mort. Vous le connaissez peut-être. Oui, bien sûr. Ah oui, bon. Et moi la mort, je l'aime comme vous aimez la vie. Il avait dit ça après avoir fait ses attentats et juste avant l'assaut final où il était mort. La question que je me posais, c'était en janvier 2015, le terroriste à qui vous avez parlé, il envisageait comment l'idée de la mort et l'idée de la sienne? Alors, l'idée de la mort comme une possibilité plus que probable, bien entendu, comme une finalité, ça c'est certain. Ils y ont pensé, ils s'y sont préparés. Maintenant, il faut bien comprendre que devant vous, vous avez... Alors attention, hein, j'excuse rien, hein, mais c'est juste d'un point de vue tactique, d'un point de vue du négociateur. Face à vous, vous avez quand même un être humain, fait de chair, d'os. C'est pas un robot, un monstre, etc. Enfin, si c'est un monstre par les actes qu'il va commettre, mais par contre, nous, on va essayer on me demandait dernièrement, mais quelle est la faille? Nous, c'est pas trop la faille, c'est plutôt ce qu'il y a de plus beau en lui au niveau de l'humanité. Essayer de lui dire, tu t'es planté, t'es pas du tout dans les codes de ce pays. Et on essaie de te faire revenir. Alors effectivement, c'est très compliqué, mais la personne que vous avez en face, elle est comme ça. Le fait, ces phrases toutes préparées, apprises, complètement intégrées, que je ressors comme ça en disant j'aime la mort, oui, ils s'y sont préparés, mais il y a un doute quand même au passage. Il y a toujours un doute. Il y a tellement et vous un le doute, sentez ça quand ils vous parlent. Sur tous les cas qu'on a pu voir, lorsque les terroristes passent à l'acte, au dernier moment, il y a un doute. Il y a un doute, on le voit, ils sont accrochés à leur téléphone, alors que techniquement, ils pourraient complètement lâcher le téléphone. Ils sont... mais c'est pas anodin de mourir. Enfin, je veux dire, et pour eux, c'est exactement pareil. Alexandre Raffaille. Quand vous évoquiez le début de votre intervention, vous avez dit que vous souhaitiez, à travers ce roman graphique, remettre l'église au centre du village. Est-ce que c'était, par exemple, avec le problème médiatique que vous avez rencontré par rapport à la saturation des lignes? Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous souhaitiez vraiment repréciser au travers de ce travail? Oui, absolument. 4 points. C'est la fierté, effectivement, parce que très souvent, on nous oppose des querelles de service. Et ces querelles de service, on en a, en tout cas les soldats, les gens qui sont en bas, on en a ras-le-bol. Nous, on est là pour travailler, on a une problématique en face, on veut pas être emmerdé par toutes ces querelles. Donc ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement c'est surtout le courage des gens qui sont rentrés. Donc là, en l'occurrence, c'est les gens du raid, malgré 27 bâtons de dynamite. Et le courage des otages, cette résilience par rapport à l'agression de cet individu. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Mon cher Frédéric Martin, vous nous servez une sorte de leçon de vie. Ça peut vous paraître anodin, mais les métiers comme les vôtres sont exemplaires. C'est pas tous les jours qu'on peut faire face à ce genre d'individus. Vous avez parlé d'individus en chair et en os. Ça sont malgré tout des individus dangereux et nous saluons bien sûr les gens du RAID qui continuent à travailler. Merci beaucoup. Merci. Et vous pouvez lire donc Janvier, le jour où nous avons été applaudis, cette très jolie BD aux éditions du Rocher. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Nathan Dever et Alexandre Malafaille pour commenter l'actualité ce soir. L'actualité encore marquée puisqu'il y a encore des
cérémonie aujourd'hui officielle pour clore cette semaine de commémoration des attentats de janvier 2015. Tout à l'heure, devant l'hypercachère, plusieurs personnes réunies, dont l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Le tsunami antisémite que nous connaissons depuis octobre 2023 nous rappelle que ce qui s'est passé il y a 10 ans nous oblige pas seulement à commémorer, mais à nous battre contre cette haine et contre tous ceux qui s'en prennent aux valeurs de la République et de la France. Et l'antisémitisme encore très présent en France, en témoignent les derniers chiffres. Dimanche dernier, Aurore Berger, qui était au grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos, nous disait qu'on était à 1500 actes antisémites pour l'année 2024, au 30 novembre de l'année 2024. Donc ces chiffres devront être précisés par le ministère de l'Intérieur à la fin du mois de janvier. Jonathan Arfi, le président du CRIF, qui était notre invité tout à l'heure à 19h15, nous disait que cette date de janvier 2015 faisait encore mal à la communauté juive. C'est une date qui fait mal. C'est une date qui fait mal parce qu'elle renvoie à un moment douloureux de l'histoire des Juifs en France, un moment où on a été frappé dans notre chair, où s'est brisée une partie de la confiance qu'on avait dans l'avenir, une partie de la capacité à se sentir juif sereinement dans la société française. Et oui, quand on regarde l'attentat de l'hypercachère, on voit un événement qui était il y a 10 ans, mais dont les conséquences sont encore présentes aujourd'hui, dont les causes aussi sont présentes, puisque certes, c'était un épisode djihadiste qui est derrière nous, mais lui, l'islamisme qui l'a porté, est toujours présent. Et donc, pour les Juifs de France, cette menace, elle ne se conjugue pas qu'au passé, mais aussi sous nos yeux. Nathan Devers, 10 ans après les attentats de 2015, comment vous, Nathan Devers, vous vous sentez? Quel ressenti avez-vous aujourd'hui? Je pense en effet que depuis 10 ans, on peut absolument pas dire, on commémorait récemment les attentats de Charlie Hebdo, peut-être y a-t-il eu une évolution sur la prise de conscience chez certains, pas chez tout le monde, mais en tout cas chez un nombre important de Français, de la nécessité absolue de défendre la liberté de s'exprimer, la liberté de la caricature, la liberté du blasphème, etc. Sur la question de l'antisémitisme, hélas, il n'y a pas eu du tout d'avancée, en ce sens que notamment depuis le 7 octobre, depuis un peu plus d'1 an, il y a non pas une augmentation, mais en fait une révélation. Parce que le nombre d'actes antisémites, de paroles antisémites qui ont explosé depuis 1 an, c'est pas des gens, peut-être pour certains, mais c'est pas des gens qui sont devenus antisémites du jour au lendemain. C'est des gens qui l'étaient. C'était une sorte de fond d'antisémitisme latent, qu'on ne voulait pas voir, qu'on ne voulait pas affronter, notamment dans une certaine partie de l'échiquier politique. Sauf peut-être pour les plus jeunes. Je suis pas du tout en train de les défendre, mais peut-être les plus jeunes qui ne savaient pas ont suivi un mouvement. Tout à l'heure, avec Frédéric Martin, il parlait justement de la force du groupe, c'est-à-dire qu'on est enrayé. Aujourd'hui, quand vous avez ces influenceurs franco-algériens qui appellent aux attentats en France et contre, évidemment, Israël, on a là un antisémitisme islamiste qui arrive dans le cerveau des plus jeunes, qui découvrent justement un fait qui est très très différent de l'antisémitisme maurassien. Vous avez tout à fait raison, et il y a des jeunes sans doute qui tombent dedans par naïveté, parce qu'ils se laissent prendre par cette machine discursive, etc. Mais il y a quand même peut-être par chance d'ailleurs l'abandonneront dans quelques années en disant j'ai été complètement débile de rentrer là-dedans. Espérons. Mais il y a quand même, je pense, une forme de blocage ou d'incapacité à voir la réalité en face, notamment dans une certaine partie de l'échiquier politique. L'antisémitisme d'extrême droite, il a été largement documenté, il l'est encore, il existe encore à la marge, enfin pas à la marge, il existe encore, mais l'antisémitisme d'une partie de la gauche, cette partie-là refuse de le voir, et il y a un refus parfois de nommer les choses. Sandrine Rousseau avait dit qu'il fallait faire des sortes d'états généraux de la gauche sur l'antisémitisme. Elle avait été courageuse de dire ça à ce moment-là, elle l'avait dit il y a 1 an à peu près, et il faut voir quand même qu'il y a il faudrait lui reposer la question s'il est toujours d'accord pour le faire. Il faudrait voir, mais globalement, là à ce moment-là, elle avait eu des paroles quand même qui étaient lucides, et il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ce qu'aujourd'hui on voit dans une partie importante, trop importante de la gauche, des gens qui réhabilitent un discours antisémite décomplexé et qui pensent que parce qu'ils sont de gauche, ils ne peuvent pas être antisémites. Je pense qu'ils sont sincères, ces gens-là, quand ils disent, quand Mathilde Panot disait récemment, il n'y a aucun problème d'antisémitisme chez nous. Je pense pas qu'elle était cynique. À mon avis, sincèrement, elle était indignée qu'on lui fasse ce reproche parce que dans sa tête, c'était absolument incompatible d'être à la fois de gauche, humaniste, etc. Mais c'est quoi? C'est de la cécité? C'est de la... Comment est-ce que vous diriez? C'est 2 choses. Pour ce cas de Mathilde Panot, précisément, qui effectivement a été chez nos confrères d'RTL, je crois, cette semaine, comment est-ce que vous qualifieriez ça? Parce que c'est très intéressant ce que vous dites. Oui.
Je pense que c'est à la fois de l'inculture sur l'histoire de la gauche. C'est le fait de ne pas savoir que dans l'histoire de la gauche française, particulièrement européenne, il y a eu aussi une tradition antisémite. C'est une inculture sur l'antisémitisme. Croire que l'antisémitisme, ça se réduit à la haine raciale. Dans son interview... Il y a même eu de l'antisémitisme, je crois, chez Jaurès. Oui, il y en avait eu. Il y a eu en effet des textes antisémites et des propos antisémites chez Jaurès. Ouais. Et Mathilde Panot, dans son interview, quand elle parlait de l'antisémitisme, j'ai écouté attentivement, elle ne l'abordait que sous son prisme racial. Alors que, évidemment, l'antisémitisme, il a aussi un volet économique, il a aujourd'hui un volet géopolitique quand il instrumentalise le conflit en Israël, il a un volet évidemment avec l'islamisme, donc c'est pas que du racial. Et je pense qu'il y a une nécessité là-dessus, et enfin une nécessité peut-être sur une sorte d'humanisme de façade qui est en fait profondément hypocrite, et l'antisémitisme est la porte d'entrée vers le dévoilement de cette hypocrisie. Que pense le think tank Sinopia sur tous ces sujets éminemment complexes, hein, Alexandre? J'ai eu l'occasion d'aller à Auschwitz il y a quelques années, à l'occasion de l'anniversaire de la libération du camp. Et quand on va là-bas, étonnamment, et notamment à Birkenau, on sent encore la présence de quelque chose de profondément malin, mauvais au sens profond du terme. C'est assez extraordinaire comme sensation. Et ça confirme que cet antisémitisme et ces braises qui sont capables de commettre des ravages absolument épouvantables à l'échelle du déchaînement de haine et de violence que ça peut représenter, sont toujours là, elles couvent. Et ce qui est fascinant, c'est que les leçons de l'histoire qu'on devrait avoir tirées vraiment, notamment par rapport à la notion d'éducation, de transmission, de ce pourquoi ça a pu se produire et ce pourquoi il faut combattre pour que ça ne se produise plus, ça a été oublié. Il y a une irresponsabilité politique, pour le coup, une faute morale très profonde. Je pense que dans le domaine de l'éducation, il y aurait eu beaucoup plus à faire pour empêcher qu'effectivement, on puisse avoir aujourd'hui des générations qui ont perdu de vue les réalités de l'histoire et ce que peut donner, en effet, le prolongement de certains comportements. Et après, ce que vous aviez évoqué sur les différentes raisons de cette espèce d'entretien commercial, clientéliste, politicien, notamment à gauche, en ce moment, depuis un certain nombre d'années, c'est profondément irresponsable et c'est dangereux. Et en plus, je crois que ça crée un sentiment qui n'a absolument aucune raison d'être dans un pays comme la France, c'est celui de faire en sorte qu'on a 600 000 personnes, si c'est la communauté juive, 600 000, qui ne se sentent plus en sécurité, et pour une partie d'entre eux qui ont envie de nous quitter et qui sont dans une logique de défiance par rapport au système et de crise de confiance par rapport aux autorités politiques, y compris le président. J'ai assisté à l'hommage rendu le 7 octobre dernier par le CRIF, de commémoration des 1 an. Le nom qui a été sifflé, mais honni par les 6 ou 7 000 personnes qui étaient là, c'était celui du président de la République. Ça fait bizarre, comme dans un pays comme la France, de voir que la communauté juive réunie ce jour-là siffle le président. Et aussi parce qu'il n'avait pas participé à la grande marche. De fait. Et puis bon, toute une série d'atermoiements et puis de virevoltes politiques sur la situation en Israël et à Gaza. Vous parliez de Auschwitz et Birkenau. Je me permets d'ajouter qu'il faut absolument voir un film qui est sorti en tout début d'année scolaire, là, au mois de septembre, qui s'appelle La Zone d'intérêt, qui est l'histoire de cet officier allemand qui est nommé chef du camp d'Auschwitz. Et donc, il emménage avec sa famille, ils ont, je crois, 3 ou 4 enfants, avec sa femme, sa famille, et puis alors c'est une promotion pour lui. Donc il arrive, et il habite la maison il y a un mur mitoyen avec le camp d'Auschwitz, et puis on entend au loin, comme ça, c'est très bien fait dans le film, les cris, les souffrances absolument innommables, inouïes des internés d'Auschwitz, et eux, ils vivent une vie parfaitement normale, de vie familiale, avec les repas, l'éducation des enfants, le potager, etc. C'est quelque chose qui vous donne froid dans le dos, ça s'appelle La Zone d'intérêt. Il faut absolument voir ça, c'est un film qui apprend beaucoup de choses sur cette période épouvantable de l'histoire du monde.